Bien, on arrive à la fin des conférences. Donc, on a eu les 5 conférences dans le temps. Donc, maintenant, on va passer à la table ronde. C'est une discussion d'1 heure avant le déjeuner. Et j'invite notre cher ami Didier de nous rejoindre pour la première conférence. La personne qui décide. La personne ressource. Voilà, la personne ressource, exactement. Donc on souhaite que vous transmettez avec insistance notre souhait qu'on devienne membre de l'ANAC. La première question est toujours la plus difficile. Moi, je peux peut-être lancer des gammes de questions. Enfin, j'ai prévu deux points qui m'ont semblé sortir des discussions de ce matin. Il y a toujours un point, dès qu'on parle compétences, qui est un point sémantique. On en a beaucoup parlé ce matin. Par exemple, on a utilisé le terme compétence à peu près dans tous les discours, avec une définition qui est assez semblable, et tout en étant semblable, les définitions, je ne suis pas sûr que ce qu'il y avait en dessous était exactement pareil. Par exemple, il y a des mots associés aussi qu'on a entendus dans certains exposés, pas du tout dans d'autres. Alors j'en ai certains qui sont comme activité, tâches, tout ce qui est conseil, tout ce qui est acquis d'apprentissage. On l'a entendu dans certains exposés, pas dans les autres. On a aussi les niveaux d'acquisition. Donc ça me semble intéressant peut-être de voir si dans l'Assemblée, les gens ont bien différencié les choses et les façons et les approches, enfin les niveaux d'approche. Et l'autre point qui me semble vraiment important, peut-être qu'il faut commencer à discuter, c'est celui de l'évaluation, parce que je pense que plusieurs orateurs ont dit que c'est là où ça a chopé un peu. Comment on fait vraiment une évaluation? Et je n'ai pas de réponse. Bonjour, donc je remercie tous les conférenciers de leur présentation intéressante qui nous a mis un peu de l'eau dans la bouche. Bon, moi je veux poser une question. On a dit pour une compétence. Bon, moi, Nater Sayed, ingénieur général d'IMIN à la compagnie de phosphate de Gafsa et ancien cadre du ministère de l'Enseignement supérieur, directeur d'IZZ, membre du cabinet de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc, je suis un ingénieur au groupe chimique tunisien et à la compagnie de phosphate de Gafsa. Et j'ai fait mes études à l'université Marie Curie en sciences des matières minérales et énergétiques avec l'école des mines de Paris. Donc voilà, la question, c'est qu'on a parlé de compétences et pour que notre futur ingénieur acquiert une compétence, nous avons dit que ça peut mobiliser plusieurs unités d'enseignement transversales pour acquérir tout ça. Il y a aussi un autre problème qui se pose. Comme j'étais un ancien de l'école des mines de Paris, maintenant je vois qu'il fusionne avec des écoles d'ingénieurs en informatique. Donc il y a aussi une formation transversale qui fusionne différents programmes au niveau des programmes. Comment on peut voir ça? Par exemple, moi, quand j'ai travaillé à la compagnie de phosphate de Gafsa, on ne savait pas les IoT pour essayer de localiser les couches de phosphate, etc. Donc, il y a les engins qui se déplacent sur le terrain, mais on ne peut pas dire à tel engin d'aller exploiter telle couche plutôt que telle autre. Donc, puisqu'on introduit beaucoup d'informatique et on parle d'industrie 4.0 et tout, donc comment aussi, puisqu'on a fait la compétence pour mobiliser plusieurs unités d'enseignement, donc plusieurs éléments d'enseignement, donc aussi pour les programmes entre deux formations, par exemple, nous on a fait les mines, mais on doit avoir des compétences en informatique. Et pas n'importe quelle compétence, parce qu'avant, on parlait juste de traitement de données, analyse composante principale, analyse factorielle. Maintenant, il y a d'autres choses, les big data, comment traiter tout ça, les IoT, etc. Et je vous remercie.
C'est-à-dire que rien n'est figé, on va dire, et arrêté. Un système, ça évolue. Les accréditations, ça sert à ça sert à vérifier aussi que ce système évolue et cadre toujours, on va dire, avec les attentes du monde professionnel. Et quand de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances sont attendues aussi par le monde professionnel, l'accréditation, les référentiels, ça sert à vérifier que tout ça a été intégré dans ces systèmes de formation. Je pense que ça, c'est une première réponse. Complètement. Ça suppose que suivre l'évolution. Est-ce que je peux être le donner de mauvaises nouvelles? C'est un pire que ça. Ce n'est pas seulement des instituts dans le pays. Il y a une initiative européenne de l'Union européenne qui s'appelle l'Initiative d'université européenne. Ça veut dire créer des consorces d'universités creusés pour différents pays qu'ils doivent faire ensemble la préparation des ingénieurs et de l'autre vraiment. Ça veut dire que l'accréditation, comme on la connaît, a beaucoup de menaces. Ça veut dire, par exemple, que le CTI ne peut pas faire l'accréditation du programme de l'université européenne parce que les étudiants ont été en 9 pays pendant ce parcours. L'autre, c'est le même. Donc, on travaille à Bruxelles pour essayer de voir comment on peut faire quelque chose pour faire la garantie, l'assurance de qualité de tout ça. Donc, ENA2E, c'est transversal à tous les domaines, il inclut de l'informatique, il inclut tout ça, mais on a désigné comme une structure qui est basée dans l'agence de chaque pays, et maintenant on doit le repenser comme un tous global. Qui doit garantir, certifier la qualité, même si l'étudiant a élu son parcours propre pour y aller un semestre dans France, un autre en Allemagne, un autre en Espagne, un autre au Portugal, donc en vision plus européenne. On ne savait pas comment on le fait, mais l'Union européenne s'est sérieux avec ça. Elle a déposé beaucoup de millions, beaucoup de millions, dans cette initiative. Il y a déjà 60 universités européennes, vous pouvez regarder dans le Google. Presque toutes les grandes universités d'Europe sont déjà involucrées dans quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a des risques, on va voir. On va le résoudre, nous sommes ingénieurs, mais ce n'est pas facile. À un niveau plus national qu'européen. Bien entendu, comme l'a dit Olivier, il se crée toujours des nouvelles formations. Et par exemple, des formations mixtes avec deux domaines peuvent se créer ou peuvent évoluer, ou on peut avoir des regroupements, des choses qui se font. Donc ça, c'est toujours effectivement dans la dynamique. Pour ce qui est de la CTI, on a des nouvelles propositions de diplômes en permanence, enfin des écoles qui font évoluer leurs diplômes, ça c'est un cas. Il y a eu un autre point qui peut être aussi intéressant, alors on n'est pas dans deux domaines forcément techniques comme cela, c'est les choses qui commencent à être mises en valeur dans deux domaines relativement distincts, dans ce qu'on appelle, on va appeler des accréditations hybrides ou des diplômes hybrides. Et dans ce cas-là, on peut avoir des doubles accréditations. C'est ce qu'on fait maintenant en France entre la CTI et la CEFDG. Alors la CTI, c'est l'équivalent de la CEFDG pour les écoles de gestion et de management. Et il commence à y avoir des diplômes qui vont avoir la double accréditation, souvent des diplômes qui demandent une année de plus et qui sont doublement accrédités en gestion et en ingénierie. Et ça, voilà, ça enrichit les choses parce qu'on sent qu'il y a des besoins. Alors d'autres cas typiques, hein, c'est ingénierie et architecture par exemple, voilà, avec des commissions mixtes, HERS, CTI par exemple pour le dernier. Voilà. Et donc la multidisciplinarité, c'est de toute façon une richesse qu'on a toujours mis en avant, mais on a peut-être un peu plus de moyens de la valoriser encore. Et puis bien sûr, il y a toujours les doubles diplômes,
le diplôme entre plusieurs universités, soit dans le même pays, soit entre deux pays. Et c'est là aussi quelque chose qui est très valorisé dans les accréditations. C'est ce que j'allais dire, dans le domaine de la mobilité internationale, les diplômes, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais, et ça marche. Merci Olivier. Donc moi je vais rebondir sur la compétence. Donc je vois qu'en faisant un focus sur le besoin industriel, on risque de former des ingénieurs à la carte pour l'entreprise. C'est-à-dire on va dire tout ce qui est aspect généraliste ou aspect pluridisciplinaire, ou on va dire un peu de liberté dans l'information, c'est un peu, comment dirais-je, ignoré. Donc, est-ce qu'on ne risque pas vraiment de former au lieu des ingénieurs, mais c'est des ingénieurs robots qui forment juste cette fonction? Donc, voilà, c'est les 5 orateurs qui doivent répondre. Moi j'ai une question. Si vous avez des questions, allez-y. Après, il y a des robots qui répondent. Je pense que ma voix est assez forte. Je me présente, je suis Arlène Binious, directrice du département informatique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Tunis. Là, dans la terminologie, je l'ai appris un petit peu au moment où on faisait l'accréditation qu'on vient d'avoir au mois de juin pour 6 ans. Et ça m'a permis un peu de voir cette terminologie, ces vocabulaires, mais même si aujourd'hui j'ai vu encore une confusion entre acquis d'apprentissage et compétences. Mais si je fais, c'est une réflexion, je ne sais pas si elle est correcte ou non, compétence c'est côté professionnel, acquis d'apprentissage c'est le côté éducation et enseignement. Mais si on veut évaluer les compétences alors qu'il est encore dans le monde académique, comment faire? On ne peut pas le faire. À ce moment-là, j'ai vu que dans certaines universités, je parle d'écoles d'ingénieurs, on fait ce qu'on appelle l'alternance, l'enseignement par alternance. Et l'alternance, ça fait qu'on produit des ingénieurs à la carte. Mais c'est une manière d'évaluer. Par exemple, je ne parle pas des écoles privées, mais je sais qu'à Tunis, le cas tunisien, au niveau de l'étatique, on n'a pas le droit de faire de l'alternance. On a juste les stages d'été, mais on ne peut pas faire 2 jours à l'université et 2 jours à l'entreprise. C'est ce que font. Et avec aussi la mobilité de certains étudiants, on a vu qu'en voyant les programmes, par exemple de Grenoble, ils avaient le droit de choisir soit de faire un stage, soit d'avoir des modules. Ça, c'est une possibilité d'évaluer les compétences. Mais dans le contexte tunisien, on n'a pas ce droit-là. Donc, évaluer les compétences, les acquis, c'est-à-dire d'expérience, au moment où il travaille, au moment où il est en train de suivre des cours, c'est très difficile de mettre ça en œuvre avec juste seulement 1 mois de stage en été, la première année et la deuxième année, et les 6 mois de PFE. Mais ça ne donne pas la vie aussi de l'industriel. Par exemple, si en alternance, on a la note qui est peut-être donnée par l'industriel et l'intégrer, la voir comme note toute seule, peut-être est une solution. Je ne fais que des réflexions. Et pour suivre ce que vous avez dit au niveau des industriels, on a eu la chance ou la possibilité de contacter plusieurs chefs d'entreprise. Ils le disent. Quand on fait des cours, de l'enseignement par alternance, quand on produit des ingénieurs, par exemple, dans notre cas, Java, G2E, quand on change de projet, ils ne s'adaptent pas. C'est pourquoi ils reviennent à l'étatique, parce qu'ils savent qu'ils ont des étudiants qui sont capables d'analyser, de comprendre, d'analyser et de trouver une solution. Donc ce qu'on fait dans l'étatique, c'est créer des ingénieurs capables d'analyser et de trouver la meilleure solution pour un problème donné. Moi je dis que le seul cours qu'on est en train de faire, c'est on est en train de leur apprendre à apprendre. Vu l'évolution rapide de la technologie avec laquelle on vit, c'est impossible qu'on arrive à former des gens 100% Java, 100% cloud, 100% IoT, 100% intelligence artificielle, mais on leur donne les clés pour comprendre et évoluer dans cette direction. Donc ça c'est ok, mais dire, et moi je trouve beaucoup mieux que de faire sortir des ingénieurs à la carte. À ce moment-là, ils seront bloqués au moment de changer de projet. Et ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est la réflexion que font certains chefs d'entreprise. Ils le savent. Ce n'est pas que je diminue les privés, mais c'est la réalité. Ils le disent. Quand ils reviennent à l'étatique,
les 2 années de prépa avec toutes les études de base qu'on fait, ça ramène à des gens qui savent réfléchir beaucoup mieux et à s'adapter. Alors, je vais peut-être profiter pour répondre sur plusieurs points, parce qu'il y a des points effectivement extrêmement intéressants. Sur les ingénieurs à la carte, j'en parlerai un petit peu cet après-midi. Je suis relativement d'accord qu'il y a effectivement une tendance, en tout cas c'est nous ce qu'on a vu en France, une tendance à regarder le professionnel et donc du coup la certification comme un appoint ou une description destinée à l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que la description qu'on va faire, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que la description qu'on va faire ne va pas prendre dans les compétences, enfin dans la description, les acquis d'apprentissage, beaucoup d'éléments qui sont des savoirs apprendre, en fait des soft skills, c'est-à-dire justement dans ces compétences, ne pas se baser que sur les connaissances et sur le fondement technique et technologique, mais aussi le savoir apprendre, le savoir raisonner dans une situation donnée, ce qui est un acquis qu'on va conserver. Même si la situation change, si le problème technique change, on va le conserver. Alors après, sur le point de l'apprentissage, enfin de l'alternance ou de l'apprentissage, alors l'apprentissage en France, c'est juste une modalité d'alternance qui est légiférée sous une forme donc avec un certain cadre. Donc je vais utiliser les 2 termes, mais en fait c'est vraiment le point est sur l'alternance. L'alternance en France et donc cet apprentissage, je ne sais pas si, enfin pour ceux qui regardent un petit peu les informations, les actualités françaises, c'est considéré comme un grand acquis aujourd'hui de la formation. C'est vu comme on se bat à coups de chiffres sur les gouvernements successifs, sur nous on a créé, on a un peu plus d'apprentis, etc. Parce que c'est considéré comme une modalité de formation qui effectivement est très positive, très riche, très adaptée à l'intégration professionnelle. Or on a disons, si je parle un peu politique, vous m'en excuserez, mais au sens du terme, on est plutôt dans des visions politiques qui sont très utilitaristes, on doit former les gens pour ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire entrer dans l'industrie, par exemple, dans les entreprises, dans les collectivités locales. Du coup, effectivement, cette description, elle est forte et l'apprentissage est fort. En revanche, le fait, et ça, bon, je peux en témoigner facilement, le fait de regarder l'évaluation qu'à travers uniquement la mise en situation dans le cadre de l'apprentissage, sans une démarche réflexive de l'étudiant par rapport à son acquis pendant ce stage ou l'entreprise, eh ben là on passe à côté de quelque chose, parce qu'en fait l'entreprise elle-même n'est pas armée pour évaluer des compétences. L'évaluation des compétences, c'est quelque chose de mixte qui demande aussi des gens qui ont été formés pour et qui sont en général des académiques. Donc il faut les deux, il faut une démarche réflexive, et il faut que cette démarche réflexive elle soit bien portée par le monde académique. Enfin, voilà comment je vois les choses. Moi, je pense que j'ai une piste aussi. Je pense que j'ai une piste de réponse par rapport à ma question. En fait, il faut, on va dire, dans la démarche compétence, il faut intégrer l'étudiant dans le programme de formation. Il devra développer ensemble, il ne faut juste pas réserver une petite partie pour l'étudiant, pour analyser et voir ce qu'il doit en faire. Juste une élément de réponse par rapport à la question de l'entreprise, c'est une des parties prenantes. Tout à fait. C'est pas la seule. Donc quand l'entreprise exprime son besoin, ça doit être un petit peu corrigé, mis en forme, suivant d'autres exigences, parce qu'effectivement, pour arriver au fait que l'ingénieur qu'on va former ne va pas être uniquement destiné à cette entreprise-là. On va se retrouver avec un ingénieur qui n'a qu'une possibilité que de se retrouver dans un type d'entreprise. Donc c'est une partie parmi d'autres qui exprime son besoin, mais ça doit être formulé.
Juste sur ce point, si je peux réagir, il y a les formations co-construites. Et là, c'est plus pour les licences essentiellement. Et donc là, la formation, elle est à la carte, vraiment à la carte. C'est en réponse à une demande spécifique d'un industriel. Là, on a recherché dans le temps, fait avec certains collègues, pour avoir des formations d'ingénieurs co-construites. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Je sais qu'il y a une expérience il y a quelques années à l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs de Sfax, et peut-être nos collègues qui sont présents ici pourront parler un petit peu de cette expérience d'alternance. Il y avait, là, ils pourront en dire plus de détails. Mais nous, à l'ENISO, en cours, nous avons 3 formations par alternance. Donc là, il y a l'une d'entre elles, il y a les étudiants qui passent 2 jours chaque semaine dans l'industrie et les autres jours sont à l'école. Donc là, cette façon de faire pour s'approcher plus à la demande de l'industriel, c'est très important pour rassurer l'embauche à nos diplômés. Ça, d'une part. Si vous permettez juste une petite remarque concernant les présentations, je voudrais remercier tous les intervenants, juste pour dire que j'ai trouvé un peu complexe la présentation de ces compétences. Et donc là, pour faire adhérer le maximum, surtout des jeunes, à cette nouvelle façon de présenter les formations en termes de compétences, d'acquis, d'apprentissage, etc., il faut simplifier le langage, le communiquer de la manière la plus qui pourrait être la plus proche d'eux pour garantir leur adhésion et surtout l'application. Donc là, j'ai parlé surtout avec professeur Hatem Zenzri, donc là, ça serait bien que, du moins c'est ma proposition, peut-être lui il dira plus sur sa proposition, c'est au niveau national, il faudrait qu'on ait notre propre stratégie et notre façon de faire à la manière des centraliens tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des compétences qui pourraient être partagées, mais des compétences qui seraient spécifiques à chaque établissement, donc là pour assurer une certaine indépendance pour chaque établissement et donc là ne pas avoir tout le monde sur... Oui. Merci. Excuse-moi, oui. Vous levez la main pour poser des questions. Excusez-moi, j'ai réagi, d'accord. Je rebondis très rapidement par rapport à la place de l'entreprise, parce que je trouve ça intéressant. Effectivement, on est sur un débat où effectivement, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on forme par rapport à nos ingénieurs, qu'est-ce qu'on veut pour eux par rapport à ça. Et c'est vrai que la démarche compétence, ça pose de vraies questions, justement par rapport à la place de l'entreprise. À titre personnel, nous, sur les questions à centrale, ce qu'on s'est posé par rapport à ça, c'est qui évalue quoi. En fait, c'est ça la vraie question, c'est qui évalue quoi. La question aussi, c'est la question de la réflexivité. Tu l'as dit fort justement tout à l'heure, je pense que c'est l'une des clés. C'est que, est-ce qu'un chef d'entreprise, il est habilité à évaluer des compétences? À titre personnel, je ne le pense pas. Je pense qu'un chef d'entreprise est tout à fait adapté à donner des éléments observables pour que les enseignants soient capables d'évaluer les compétences. Nous, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé, parce qu'effectivement, ça bouscule une pratique qui n'était pas forcément organisée, qui était plutôt empirique. Sur les stages, on a des faligrines, on pense aux chefs d'entreprise, qui ne sont pas forcément explicites, sur lesquels on demande de noter des éléments d'attitude d'étudiant, des choses comme ça, avec tout le caractère subjectif que ça peut avoir. À titre personnel, on a travaillé pour une simplification en disant, qui nous dit, il y a pas, j'ai fait, j'ai pas fait. Et après, lorsqu'on évalue l'étudiant, on a du factuel pour regarder ça. Mais c'est l'école, c'est l'institution qui évalue les étudiants et qui évalue les compétences. Ça n'empêche que les entreprises, il ne faut pas non plus s'en couper, parce que l'intérêt du référentiel, c'est que ça réponde à leurs besoins. Et là, il y a un besoin justement de challenger, de faire évoluer le référentiel avec ce qu'on appelle un observatoire des compétences. Il y avait une question aussi. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Julien Moudy de l'École centrale de Lyon. Alors, aujourd'hui, on a parlé des compétences, on a surtout parlé en fait comment les institutions de formation, comment les écoles en fait, se structurent pour justement répondre en fait à besoin du monde socio-économique. Ce qui m'a manqué aujourd'hui, c'est une structuration de ce besoin. C'est-à-dire en fait qu'est-ce qui manque en fait dans les formations et comment le monde socio-économique l'exprime. Parce que nous on fait des efforts pour nous adapter à quelque chose. Quand je discute avec des entreprises, des responsables de l'IEML par exemple, qui m'a cité, c'est l'Union de l'industrie, de la mécanique et de la météorologie.
ils n'ont pas tous le même discours. Ils n'ont pas tous le même discours. À l'UMM, ils nous disent formez-les aux sciences, le métier c'est nous, on les formera au métier. Voilà, donc il y en a d'autres qui disent qu'il faut les former à des compétences bien spécifiques, etc., etc. Donc moi, ce que j'aurais aimé aujourd'hui, c'est de voir aussi, de structurer les demandes réelles et spécifiques du monde socio-économique. Et de voir comment, par rapport à nos formations, on peut répondre ponctuellement, globalement. Peut-être qu'il manque d'ailleurs des porte-parole du monde socio-économique et de la conférence, certainement d'ailleurs. Pour répondre justement à ce qui vient d'être dit, on a discuté un peu à la pause, c'est vrai que je ne souhaiterais pas, étant été aussi conférencier, que l'impression qu'on m'ait donnée, c'est que c'était hyper compliqué. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a plein de questions qui se posent, et je crois qu'il faut qu'on revienne à des choses justement, sinon simples en tous les cas, qui simplifient les choses, et puis qui aboutissent au fait que chaque établissement, de toute façon, est autonome dans son affaire, fait un peu comme il l'entend, pour permettre, je crois que c'est ça la démarche compétence, on a dit hier, d'abord ça vient en complément d'eux, elle ne se substitue pas à, on est d'accord, elle vient en complément d'eux, et elle vient en complément pour faire quoi? Elle vient en complément pour permettre à l'élève, que l'on aura diplômé, nous, institution, pardonnez-moi l'expression, mais de se vendre auprès d'une entreprise avec un certain nombre de compétences acquises de manière statique à un moment donné. Et en même temps, sachant que ces compétences, elles vont non seulement pouvoir, mais devoir évoluer avec ce qui se passe autour. Et donc, c'est dans l'effet miroir, c'est de permettre à l'entreprise, elle, à un instant donné, de savoir quel type d'ingénieur ou de technicien supérieur elle est en capacité de pouvoir recruter. Après, il y a tout un tas d'autres conséquences que j'ai essayé d'évoquer moi-même sur le travail en équipe, l'intérêt, etc. Voilà. C'est vrai que l'évaluation, je le dis aussi, c'est quelque chose de très simple. Et c'est vrai que d'un établissement à un autre, d'un pays à un autre, c'est vrai qu'en France, on a peut-être la chance d'avoir une législation, je ne sais pas si elle est avancée, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très légiféré. Et j'ai évoqué moi, la validation des acquis, l'expérience, etc. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a ça en France, et que je suis à peu près persuadé que beaucoup d'établissements ne sont toujours pas forcément à même de, oui, je le confirme, y compris le Conservatoire des Arts et Métiers. Moi, quand j'y suis arrivé en 2008, il n'y avait aucun diplôme qui était décrit en compétences. Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Et ça, c'est quand même un avantage de cette démarche, cette description de compétences, bloc de compétences, pour permettre justement une validation d'acquis d'expérience acquis autrement que sur les bancs de l'école. Tu voulais réagir peut-être, et après on passe. Justement, je rebondis par rapport à l'évaluation. Je voulais savoir, nos collègues des centrales, par exemple, comment ils font réellement pour l'évaluation, parce qu'on a vu que c'était assez précis par rapport au niveau novice, etc., jusqu'à avancé. Je voudrais savoir la relation entre les notes qu'on donne par rapport aux examens et l'évaluation de ces genres de compétences, la relation aussi avec les crédits des ECTS. Donc aussi, c'est quoi la relation quand un acquis il est par exemple atteint à travers plusieurs cours qui sont différents, comment aussi on évalue ça et comment on attribue, on atteste qu'il a cette compétence. Justement pour dire qu'il a cette compétence, est-ce qu'on a un niveau ou bien c'est 0 ou 1, il l'a ou il l'a pas. Voilà, donc c'est binaire. Et quand on a les titres, donc est-ce que finalement tous les étudiants sortants vont avoir le même niveau à ce moment-là? Donc comment est-ce qu'on peut distinguer les niveaux des étudiants? Donc je pose toutes ces questions par rapport à votre expérience justement, parce que vous êtes assez avancé. Alors ça,
vrai que la question de l'évaluation, elle est stratégique. C'est souvent celle qui inquiète les enseignants, etc. là-dessus. Alors effectivement, d'abord, pour répondre à la question du crédit ECTS et de l'évaluation par compétence. Alors c'est une question que l'on s'est posée. On a le choix de ne pas le faire, déjà, pour commencer. On a le choix de ne pas mettre de crédit ECTS sur ce qui est porté par les compétences. Il y a un impact très clair, c'est ça vient bousculer les maquettes pédagogiques en profondeur. C'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix, au moins d'un point de vue transitoire, de ne rien toucher au crédit. Par contre, l'autre choix qu'on a fait derrière, c'est que le temps n'est pas extensible, et c'est que nos étudiants, on ne peut pas non plus leur demander de produire 50 choses à la fois. Par contre, un même objet, on peut le regarder de deux façons différentes. Et on peut tout à fait, c'est le choix qu'on a fait, de se dire que par exemple, un rapport de stage, on va l'évaluer scientifiquement sur un certain nombre de points, et ce même rapport de stage, on va changer les lunettes et la façon de le regarder, et l'évaluer avec les compétences. Donc ça, c'est véritablement la première clé de réflexion, c'est se dire on ne multiplie pas les productions des étudiants, on ne multiplie pas ça, mais le même objet, on regarde de deux façons différentes. D'un côté, on donne des crédits ECTS avec une note, et ça, je l'illustrerai justement demain avec la question d'une grille d'évaluation d'un rapport de stage, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, avec le même rapport, j'évalue scientifiquement d'un côté, et j'évalue en compétence de l'autre. Mais c'est le même document, à la base. Et il peut y avoir deux évaluations, une qui match, donc c'est ça, on valide. Voilà. Par contre, au niveau compétences, par exemple, sur les analyses bibliographiques, des choses comme ça, on ne valide pas. On ne valide pas. Mais il faut proposer une autre situation pour que l'étudiant puisse être en capacité de valider la compétence. Ouais, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que derrière ça, si l'étudiant il n'a pas son niveau de compétence, c'est pas grave, scientifiquement, comme le disait Florian Olivier, ça va tout à fait matcher, donc il va valider ses crédits ECTS, mais les compétences sont un supplément au diplôme, c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant doit être compétent. Il y a deux choix. Soit on va lui reproposer une autre situation, donc ça c'est tout l'intérêt des tableaux croisés qu'on va faire, on va identifier des situations prioritaires, et là l'approche que l'on a eue, c'est de se dire, voilà, où passe le gros de nos étudiants en fait, où passe le gros de nos étudiants, quelles sont les situations qu'ils vont traverser le plus, et c'est là-dessus qu'on va proposer des situations les plus standardisées possibles. Et quelles sont les situations possibles? Le possible, c'est le rattrapage, c'est dans quelle mesure on est capable de proposer d'autres situations. Et là, on est en train d'évoluer vers quelque chose qui nous semble le plus raisonnable et le plus homogène possible. Et je pense que c'est assez rapport avec l'approche compétence pour les étudiants. C'est de dire, voilà, si tu n'as pas eu ton niveau de compétence, prouve-nous plus tard que tu l'as eu. Et donc, l'idée de se dire, quelque part, puisque tu ne l'as pas eu à ce moment-là, plus tard, il faut falloir qu'il nous le demande, donc ça nécessite un point de contrôle au milieu de scolarité par rapport à ça. L'étudiant qui serait en retard par rapport à ça, il va nous faire un écrit, il va nous indiquer en quoi les compétences qui lui manquent, les trous dans la raquette quelque part qu'il va y avoir, comment il les a acquis et pourquoi. Et là, il passe devant le jury, devant quelqu'un qui va lui dire ça passe ou ça passe pas. Attention. Voilà, donc l'idée c'est de le rendre acteur par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai besoin de plus de détails, mais merci. Avec plaisir. Je suis enseignant économiste à l'École supérieure de l'agriculture. Je vous remercie énormément pour le contenu riche et dense. Et monsieur Jean-Yves j'aimerais bien lui annoncer qu'il a une amende sur excès de vitesse parce que le diapo roulait à une vitesse excessive, mais le contenu est riche. Une petite question sur la présentation de monsieur Jean-Yves. Il n'y a pas eu, quant à moi, je ne l'ai pas senti, un retour ou un feedback lors de l'évaluation, après l'évaluation. Il n'y a pas eu un processus de mesure corrective pour intervenir et ajuster parfois des choses. Deuxième point, on en parle peu de l'enseignant qui lui-même peut être capable d'accorder, d'enseigner une compétence. Est-ce qu'il n'y a pas des exigences sur celui qui donne le cours? Donc, pour donner un cours d'un niveau, par exemple, moyen, l'enseignant doit avoir un niveau supérieur. Et je termine, s'il vous plaît, parce que j'emprunte ça de Mme Fayet. Corrigez-moi cette phrase, si elle est correcte, c'est bon. Est-ce que l'ENA accrédite des instances pour juger si un parcours est suffisant donc, et conforme au label EURES? Est-ce que l'ENA accrédite des instances comme CTI, l'INCA, etc., qu'elles puissent témoigner ou attester que ce parcours est conforme au label EURES? Et je vous remercie. Bon, c'est vrai,
je conforme, c'est confirmé. Et pardon pour mon français, hein, je me torture avec mon français, mais c'est mes façons de faire. Donc, oui, on fait l'accréditation de chaque agence, on les a permis pour préparer toute la procédure pour faire le raise. Mais, en chaque accréditation de chaque programme, on fait la révision de la procédure à Bruxelles avant de le donner de raise. Co-signé avec. Donc, il y a une double vérification de l'agence et de la procédure, et après de les résultats dans chaque révision de chaque programme. Peut-être juste pour ajouter un point, l'accréditation d'une agence, hein, c'est comme l'accréditation d'une école, c'est pas vitam aeternam, c'est-à-dire que on est réaudité tous les 5 ans, ça doit être ou 6 ans, à chaque fois. Donc c'est très intéressant parce que les agences qualité, on fait la même chose que font les écoles, c'est-à-dire qu'on va faire notre dossier, on va plancher et puis on va être visé. Et effectivement, en général, les personnes de l'ANA 2, enfin des experts, viennent voir des audits qu'on est en train de faire, par exemple. Fatma, on va enchaîner avec une autre question. À qui je donne la parole à Pascal. Alors, Fatma Achour, Université du Caire. Je parle de la demande de l'entreprise. Alors, en 2007, on a eu une grande demande de l'entreprise dans le domaine du pétrole. Alors, on a créé un programme qui est pétrole et pétrochimie. Alors, on a eu les deux parce qu'en ce moment-là, le marché de travail et le prix du pétrole était très haut, je crois $140 le baril. Alors c'était très bien, bon, alors on a eu beaucoup d'étudiants, alors c'était pluridisciplinaire et on les a eus. Et voilà, après ça, quand il y a eu la baisse, on a fait ça à cause de l'entreprise. Et les compétences, les étudiants ont développé les compétences, on avait les stages à l'industrie, dans les raffineries et partout. Alors, après ça, quand il y a eu la baisse, les étudiants ne les engageaient plus. On a essayé de changer les compétences, on a essayé de faire tout ça et de toute façon, on a été accrédité national. Mais le problème, c'est que maintenant, on a le côté pétrole, c'est fini. Alors, on n'a pas beaucoup d'étudiants, mais pétrochimie, on a, parce que ça, c'est le futur et les biocarburants et quoi. Mais, alors, si on va se présenter pour l'accréditation, alors on va nous dire, vous avez des étudiants, un très petit nombre ici, alors c'est pas continu, it's not sustainable, ça ne continue pas, alors je ne sais pas comment faire, si on va vraiment se présenter pour Euralis ou bien quelque chose comme ça, je ne sais pas. Merci. Peut-être je peux... Bon, le nombre de gradués, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est où ils travaillent. Il y a beaucoup de programmes dans le monde avec beaucoup de gradués qui ne vont pas dans l'industrie, qui restent par exemple dans l'académie. Dans ces cas, ils ne doivent pas être accrédités parce qu'ils ne sont pas la profession d'ingénieur, c'est la profession de professeur d'ingénieur, c'est difficile. Donc il n'y a pas de numéro. Si vous voulez avoir une reconnaissance des valeurs, des qualités des programmes, il doit y aller. Il doit chercher une agence d'accréditation pour le faire. Parce que ça vous a aidé aussi dans la procédure de changer de direction d'avis avec le marché. Parce qu'il faut écouter le marché, il faut écouter les gradeurs, les gradués, tout ça. Et avec cette information, c'est bien pour faire le changement nécessaire dans le programme. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis, oui, absolument, avancer avec l'application si vous voulez être meilleur et plus directionné avec le marché. Merci. Merci.
Alors, Naomi Swissier, directrice de l'école supérieure privée de l'aéronautique et des technologies à Tunis. Donc, je vais rebondir sur quelques points qui viennent d'être dits. Je m'excuse pour la voix, avec l'humidité, ça devient un peu... Voilà, c'est par rapport à la formation en alternance. En fait, ça existe au public et au privé par rapport à la licence, principalement la nouvelle licence. Donc, c'est une stratégie, je pense, par rapport à la convergence du monde académique et du monde de l'industrie. Ça vient après beaucoup de réflexions. Lorsqu'on voit déjà, il y avait des formations, il y avait des cursus universitaires qui ne répondent pas au marché de l'emploi. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu des réflexions pour créer des cursus en alternance. Et là, peut-être après, il y a eu d'autres réflexions pour dire, voilà, des ingénieurs sur mesure ou des bachelors peut-être sur mesure, mais voilà, il y a un certain contexte qui se crée là. C'est dans chaque initiative, il y a toujours le côté positif, il y a toujours le côté peut-être un peu négatif, là où il faut penser à des solutions, ou à créer donc mettre en place d'autres stratégies. Par rapport, je vais passer également par rapport à l'évaluation des compétences. Là, je me présente encore une fois en tant que chef de projet d'accréditation Label EURES pour notre formation d'ingénieur en aéronautique. Nous avons eu l'accréditation pour 6 ans avec le réseau ENA. Et voilà, donc, et actuellement, je suis également chef de projet pour la deuxième formation d'ingénieur en géomatique. Oui, je pense aujourd'hui, quand on parle d'assurance qualité, on parle du secteur privé et du secteur public. Pas en train de faire la concurrence ici, c'est plutôt de travailler en collaboration pour un objectif, c'est l'enseignement supérieur de qualité. Parce que nous, par exemple, nous avons des inputs, des étudiants qui viennent après avoir réussi le concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, voilà, public. Parce que là, nous avons des cursus qui n'existent pas au public, par exemple. L'aéronautique, par exemple, et même la géomatique, qui est en train de se développer de plus en plus, peut-être en public, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, voilà, donc il faut peut-être, ça serait mieux de penser dans la collaboration et non pas dans la concurrence. Je reviens rapidement sur l'évaluation des compétences. Pour nous, par exemple, je parle en retour d'expérience après l'accréditation. Nous avons eu recours, nous étions engagés à former les enseignants, c'est-à-dire il faut s'engager dans la formation des formateurs aussi pour pouvoir évaluer les compétences. Nous avons eu beaucoup de discussions pour les définitions de knowledge, skills, competences, et c'était pas évident. Je peux vous dire que c'est pas évident de faire la différence pour les enseignants avant de les mettre en place dans le cursus et pour les étudiants. Donc là, il faut s'engager pour justement la formation des formateurs, pour l'évaluation des outcomes. Quand on dit outcomes de la formation, il faut à mon avis faire intervenir l'entreprise, l'industrie. Pourquoi? Parce que le produit, c'est quoi? C'est l'étudiant qui va travailler par la suite dans le marché de l'emploi. Donc l'industriel, par la suite, il a une certaine évaluation. Je ne vais pas dire que c'est une évaluation académique, il ne va pas évaluer le cursus, il ne va pas évaluer les enseignants ni l'établissement, mais par contre, il va évaluer les compétences de l'étudiant qui ont été acquis soit durant le cursus, soit en parallèle avec le cursus. Donc là, dans le cadre du processus d'accréditation, nous avons eu recours à des enquêtes. Donc des enquêtes à l'écoute du monde industriel. Nous avons invité également, et c'était une exigence des auditeurs qui sont venus, et ils ont exigé que les partenaires industriels soient là afin qu'ils discutent avec eux et voir donc leur retour en plus des enquêtes qui ont été faites donc à l'anonymat avec beaucoup d'exigences et tout ça pour justement donc je pense que c'est une évaluation mixte. Je clôture avec donc la matrice de Objective Competences du cursus. Donc c'est une matrice dans le cadre vous connaissez certainement cette matrice-là, ceux qui ont réellement travaillé sur les processus, sur les dossiers d'accréditation, c'est une matrice qui n'est pas vraiment facile à mettre en place. Ce n'est pas évident, vraiment, ce n'est pas évident. C'est-à-dire on peut voir la matrice comme ça pour un cursus
pour un autre cursus, mais là, pour le mettre en place pour votre établissement, ce n'est pas évident. Nous avons eu beaucoup de réunions parce que cette matrice-là, elle se dégage à travers les outcomes et les compétences de chaque module. Donc là, soit du premier cycle, soit du deuxième cycle, pour arriver à la fin. Voilà l'objectif de la formation et voilà l'étudiant, il doit répondre à ça. Donc c'est ça mon intervention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Skin Kenin, directeur du département génie informatique et mathématiques appliquées de l'UNIS. J'ai en fait trois remarques. La première remarque, en fait, depuis 2009-2010, on a donc essayé la formation par alternance et dès le mois de septembre, donc l'étudiant passe 3 semaines dans l'entreprise, 3 semaines de cours. Alors les enseignants ont réagi rapidement en disant quand l'étudiant il passe les 3 semaines, donc il commence par 3 semaines de cours, après 3 semaines dans l'entreprise, quand on revient de l'entreprise, il a oublié, donc il faut faire un rappel, etc. Donc le niveau d'avancement des cours n'a pas vraiment bien réussi. Ça, il y a une autre expérience côté formation par alternance. La deuxième remarque pour moi, elle est très fondamentale. Franchement dit, la pédagogie narrative n'est plus d'actualité. Ça veut dire l'enseignant qui vient pour tout le monde veut enseigner avec des diapositives. Et qu'est-ce qu'on met dans les diapositives pour l'étudiant? Est-ce qu'on met notre propre expérience ou on met des choses de l'Internet et de livres? D'accord? Pour lire des définitions aux étudiants. Maintenant, les enseignants ont compris qu'on peut donner le support de cours à l'étudiant pour le lire avant qu'il arrive à la séance. Et si la séance se passe en tant que, si vous voulez, correction d'études de cas réels, des discussions, et moi je l'ai fait, moi j'ai 20 ans, j'enseigne la modélisation de système d'information, le standard UML avec le processus UP, je prends dans 20 minutes, un quart d'heure, maximum 30 minutes pour présenter les fondamentaux d'un diagramme et directement je passe à des études de cas. Et l'étudiant, il passe tout son temps à poser des questions, à me donner des idées, pourquoi c'est pas comme ça, etc. Donc, le développement de compétences chez l'étudiant dépend de la façon avec laquelle l'enseignant fonctionne dans ses séances de cours. S'il vient pour lire des diapos ou pour réciter un cours, donc il n'est pas en train de développer des compétences, mais s'il donne les connaissances pour que les étudiants les lisent, et après il fait des études de cas, on pourrait donc très bien avancer. Et cela, il a une autre implication très fondamentale. Moi, j'ai beaucoup de relations avec le monde industriel. Le monde industriel, sans citer d'école, il est en train de recruter les ingénieurs à partir des écoles qui ont un très grand taux d'examen qui se passe avec documents autorisés. Il dit que quand le taux d'examen avec documents autorisés, c'est qu'un cycle d'ingénieurs qui est en train de produire des gens qui savent réfléchir. Mais dans une école d'ingénieurs, faire des examens avec documents non autorisés, l'étudiant va apprendre, il va nous réciter dans sa copie ce qu'on lui a enseigné. On n'est pas en train de développer des compétences. Je termine juste. L'industriel nous dit, quand on prend
l'élève ingénieur, on sait qu'il est en phase de connaissance. Et déjà, il n'y a pas d'industriel qui lance des étudiants en PFE sur des projets réels à échéance proche. Il lance l'étudiant sur des PFE, sur des idées qui ne sont pas urgentes. Il y a une idée qu'on veut donc creuser, on lui donne cette idée dans le PFE pour voir ses capacités d'analyse, d'assimilation, donc etc. Okay? Donc l'industriel sait très bien que l'ingénieur dans les 2 premières années de son embauche va développer les compétences. L'ingénieur commence junior, il devient après 3 ans confirmé, après il devient senior. Merci pour ces remarques et vos retours d'expérience sur vos enseignements. Est-ce qu'il y a une réaction à ça, peut-être? Mariam Essaket, je suis responsable. Mariam Sekt, je suis responsable qualité à l'ISI, l'École supérieure des industries du textile et de l'habillement au Maroc. Voilà, je partage avec vous notre expérience par rapport à l'implantation de l'approche par compétences, modèle canadien, à l'ISI depuis 2004. Nous sommes actuellement à la 16e promotion, mais pour le cycle licence professionnelle. Alors, je fais partie du personnel qui a développé le programme, qui était responsable d'une filière, et j'ai vu le résultat. Et je peux vous garantir qu'à la fin, on a eu des lauréats qui étaient déjà dans le dernier modèle, qui s'intégraient au milieu du travail, qui étaient opérationnels. Donc, et on a vu la différence aussi entre le cycle licence professionnelle et le cycle ingénieur. On avait des licenciés qui étaient meilleurs que les ingénieurs. Et on était en train, on a revu tous nos programmes du cycle ingénieur. Pourquoi? Parce que déjà dans l'énoncé des modules, ils ne sont pas énoncés par objectif. Vous avez vu, j'ai dit s'intégrer au milieu du travail, je n'ai pas dit PFE. Tous les stages font partie des modules. Toutes les évaluations, on a un guide d'évaluation. Les évaluations sont critériées. C'est l'enseignant, quand il est en train de développer des activités d'apprentissage, il va décider que telle ou telle activité, il va être une évaluation sommative. L'autre, elle est évaluée, mais c'est une évaluation formative qui ne va pas être comptée. Et puis, ça va être dichotomique par rapport à une ou l'autre d'un critère, c'est 0,5, 0,10, 0,15. Donc, on peut aussi voir un petit peu dans le processus d'évaluation le développement et le processus d'acquisition de la compétence d'un étudiant. Je ne vous dis pas que c'était facile. C'était pas facile du tout. On avait une grande résistance, mais c'était une équipe de travail. Et quand on a vu les premiers résultats, la première promotion, ben, tout le monde a adhéré. Tout le monde a été obligé d'adhérer. C'est vrai, je partage avec vous aussi l'expérience des enquêtes avec les industriels. Les industriels, ils veulent des superman et des super-women. Ils veulent qu'ils travaillent dans le commercial, dans le marketing, dans la production, partout pareil. Mais on avait, nous, la consigne, qu'est-ce que vous voulez de ce lauréat à la sortie, c'est-à-dire à la sortie de l'école, à l'entrée du marché du travail, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? On avait des enquêtes semi-dirigées. Et cette enquête, elle évoluait au fur et à mesure. Donc, on changeait un petit peu les critères. Dans les tâches, je mettais 10, je demandais à ce qu'ils choisissent parmi les tâches, quelles sont les tâches qu'ils voyaient un petit peu les plus adaptées. Et puis, s'il avait d'autres tâches, à les communiquer. Donc, et c'est moi qui rédige. Et à la fin, je changeais les tâches pour l'autre industriel. Et on faisait aussi après l'analyse de la situation de travail avec les teneurs de poste. Je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur parce que l'entreprise, elle n'est pas capable de voir une vision un petit peu sur le futur. Donc c'est bien d'avoir un observatoire de compétences, des groupes de réflexion qui permettent de compléter un petit peu le profiling qu'on veut de l'ingénieur ou de la licence professionnelle. Je vous informe aussi que notre école est parmi les écoles où il y a un taux d'insertion le plus élevé. Nous sommes à 92% après 6 mois d'obtention du diplôme. Voilà. Merci. Merci. Donc,
peut-être encore une question. On va prendre quand même quelques minutes à la fin pour conclure et présenter la session de l'après-midi. Mais on va prendre très rapidement des questions très rapides, puis je donne la parole. Merci. Donc, je fais partie, directeur général de l'Institut international de technologie à Sfax, qui est une école privée, la première accréditée ou eu le label de RACE dans le sud de la Tunisie. Donc, une question que je me pose par rapport aux agences d'accréditation, puisqu'on a le choix de travailler avec les Allemands, avec ASIM. J'ai une formation en Amérique du Nord, donc j'ai bien été de l'université Laval, puis une expérience plus au côté américain. Donc là, principalement la question au président de l'UNAU. Donc là, nous avons eu l'expérience avec les Allemands et évidemment, il y a des collègues qui sont impliqués dans notre processus et ils ont eu l'expérience avec les Français. Vraiment, nous avons vu une différence majeure dans le processus, dans les exigences. Donc je me demande, donc tout à l'heure vous avez parlé des processus d'accréditation qui doivent être standards, les rapports et les exigences, mais dans notre cas, vraiment, nous avons vécu une expérience différente, peut-être, par les Allemands qui sont plus exigeants, peut-être qu'ils ont une expérience différente que les systèmes tunisiens, ou qui est relié au système français. Donc, nous aimerions bien avoir plus d'informations pour être équitable dans le processus d'accréditation. Merci. Claire, en dernière question. Et après. Merci. Louis Choukri, de l'Ordre des ingénieurs tunisiens. Je suis ingénieur de formation. Et j'aimerais bien, si pourquoi on n'a pas parlé de... Parce qu'il y a plusieurs filières, il y a plusieurs spécialités, il y a les ingénieurs, il y a les licenciés, il y a une habilité. Ce qui diffère entre les ingénieurs et les autres, ce sont les stages, ce sont les projets de fin d'études. Là, on excelle avec ça. Et la recherche. Ces trois paramètres, moi, je n'ai pas entendu parler trop de ça. C'est comme si ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, ce sont les choses les plus valorisantes de l'ingénieur. Nous, personnellement, par exemple, j'ai travaillé à la compagnie du phosphate de Garça, un ingénieur, il doit faire, par exemple, on nous donne un chat, je dis n'importe quoi, hein, on nous donne un chat et on nous dit on veut 5 litres de lait chaque jour. C'est l'exemple qu'on nous demande des ingénieurs. Donc on est appelé à faire ça, on est appelé à résoudre le problème qu'on ne peut pas résoudre. Mais vous voyez, de toutes les façons, il n'y a plus d'ingénieurs aussi. Même si vous avez une vache, vous n'aurez pas de lait. Voilà. Mais moi, j'aurais aimé qu'on parle de l'ingénieur en tant qu'ingénieur et en tant que compétence. Merci. Je donne la parole à... Bon, merci beaucoup pour la question de la différence des agences. Bon, premier, je veux dire que c'est précisément pour ça qu'on désire que chaque pays a ses propres agences d'accréditation. Donc, toutes les agences d'accréditation par le contrôle des NAE, tous avaient le même contrôle sur le cadre de standards, sur le cadre de procédure. Mais chacun utilise sa propre culture, sa propre vision, sa propre implémentation. Ce n'est pas le plus difficile ou moins difficile, c'est d'avoir avec ses propres procédures, avec le concept de CPI. C'est pour ça que vous avez besoin d'un agent de Tunisie. C'est pour garantir qu'il comprend la culture d'ici, c'est égal partout. Pour les ingénieurs, moi je suis aussi membre de l'Ordre des ingénieurs portugais, je sais la valeur de les registres de tous pendant toute la vie de que fait les ingénieurs. Ce n'est pas seulement un moment de graduation, c'est pendant toute la vie. Il faut le faire, il faut enregistrer, il faut l'accompagner, il faut avoir de la formation beaucoup. Et je pense d'abord que l'Ordre des ingénieurs pourrait être un très valuable partenaire des ministères pour mettre l'instance d'accréditation en marche comme il fait notre pays. Donc, au travail.
D'accord. Un mot, c'est mal, puis ici, je me conclure. Juste pour la partie recherche qu'on a parlé, parce que parmi les Erase descriptors, les descripteurs de Erase, il y a carrément une partie étude et recherche ou investigation. Et d'ailleurs, quand on a eu les auditeurs de la CTI par exemple, ils voient clairement, ils veulent avoir le nombre de PFE par exemple, ou de projets de recherche qui sont effectués, parce que là, c'est un point qui est très très important, et ils veulent la relation entre la recherche au sein de l'établissement et les cycles d'ingénieurs, donc la formation par la recherche. Donc c'est très très important comme point à l'intérieur des programmes d'études. Donc juste autre chose, parce que je rebondis par rapport à ce qu'a dit notre collègue de Sfax sur les référentiels et la différence entre eux. J'ai vu le référentiel d'Asie, et il est très très difficile par rapport à celui de la CTI, honnêtement. Et c'est ça, pour ça, j'ai posé la question, la relation entre les acquis de formation et les acquis d'apprentissage avec les ECTS, parce que ASIM, ça demande carrément le nombre de CTS par rapport à chaque Erase descriptor, ou bien par rapport à chaque acquis d'apprentissage, par rapport à chaque acquis de formation. Donc c'est vraiment très très détaillé, et ce qui n'est pas le cas de... Mais ça, c'est pas en demande commune. Il fait qu'il veut. Personnellement, il utilise sa liberté. C'est vrai. Oui. Le socle est le même, mais il y a des exigences qui changent. Non. Oui, mais c'est pour ça que, comme José, il faut avoir une instance tunisienne, parce que les Afghans, comment ils vont s'adapter avec les Tunisiens, les Français, comment ils vont s'adapter avec les... Le mieux, c'est que les Tunisiens qui s'adaptent avec les Tunisiens. Donc on a la solution. Alors, il reste encore 2 minutes, je donne la parole à la professeure Chikra pour conclure et vous présenter la session d'après-midi. Je cherche Olivier. Olivier. Tous les deux. Oui. Ça a été initié à deux. Merci beaucoup déjà pour tous les acteurs, tous les conférenciers, pour toute la présence, pour ces discussions assez intenses. Je ne sais pas si tu mesures un petit peu la responsabilité que nous avons à avoir toutes ces questions. Dans certaines questions n'ont pas de réponse. Et je dois dire que pour une bonne part, ces questions, on en discutait à l'instant avec Stéphane, parce que l'idée c'est peut-être aussi d'essayer de tenter d'y apporter des réponses, pas quand on n'en a pas. Et ces questions, on se les pose tous. Dès que le référentiel est déployé, l'approche compétence est déployée quelque part, les enseignants en particulier, alors le collègue qui parlait de l'alternance, chez nous aussi ça fait énormément de débats, l'alternance, voir disparaître les étudiants dans l'entreprise. Alors on a pas mal réfléchi là-dessus, il y a des choses qui demain je pense seront précisées, on va dire, sur la manière dont on a tenté de répondre à certaines problématiques qui se posent comme ça, parce que effectivement le rôle de l'entreprise, le rôle des formateurs, c'est pas le même, et ça doit pas être le même du tout. Et donc voilà, il y a des choses que c'est notre rôle ici dans ces colloques-là de partager tout cela. Il n'y a pas de réponse idéale, je pense, on a chacun nos expériences, et en fonction de nos contextes, on essaye de trouver la solution optimale. Comme le ferait effectivement, donc, on a contribué pour certaines choses. Je pense que le résultat est net, mais il reste encore des choses à faire. Et là, ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a, au niveau terminologie, il y a un grand travail à faire. Donc là, il doit être fait par l'agence d'évaluation tunisienne et aussi par les instances que je représente au ministère aussi, où quelque part il y a des failles dans le système, dans le sens où au niveau des offres de formation, il faut que les terminologies soient claires et puis qu'on oriente les collègues à parler d'une formation monodisciplinaire ou bidisciplinaire ou multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Il faut orienter les choses. Il y a des possibilités pour travailler dans des formations de type majeur, mineur,
Donc ça a beaucoup de sens. Il faut éclairer tous les collègues et les orienter pour que la relation avec le monde socio-économique soit efficace et que chacun, comme ça a été dit tout à l'heure, chaque établissement a la latitude, a la liberté de se positionner par rapport à son contexte. Une accréditation sans contexte n'a aucun sens. Mais il faut que nous arrivons à parler un langage clair, qui oriente pratiquement les offres de formation dans un sens tout à fait lisible, visible. À partir du moment où les terminologies qui concernent les offres de formation sont assez éclairées pour décoder. Alors, un mot pour l'alternance. Alors, officiellement, je vous dis qu'en Tunisie, il n'y a aucun texte qui parle de l'alternance. C'est quelque chose qui se pratique, mais il y a des choses qui manquent, les textes officiels. C'est long, c'est lourd, parce que quand on parle d'une vraie alternance, il faut remonter au statut du travail. En arabe, c'est le job. Donc il va falloir remonter à ce niveau-là, là pour garantir, parce que quelqu'un qui va faire une formation par alternance quelque part, il a des droits au niveau de l'entreprise, il a une rémunération, il a des obligations, c'est toute une liste d'éléments qui doivent être édités, qui doivent protéger les droits et les acquis des uns et des autres, que ce soit l'étudiant ou l'entreprise. Donc là, c'est quelque chose qui est sur la table et qui risque d'être malheureusement à venir. On y travaille. Voilà. Pour terminer, merci professeur Taboula, merci Didier pour avoir animé cette table. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Donc l'après-midi, ça va être principalement le processus de certification et le concept Open Badge qui va être présenté et discuté. Donc encore merci Didier, merci pour votre présence et je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup.